La paternité, c'est l'amour, ce n'est pas un lâcher de spermatozoïdes. Alors qu'ils étaient seuls ou en couple homosexuel, ces hommes ont décidé de devenir pères. J'ai même pas pensé une seconde que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'ai eu le sentiment qu'en effet, il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Je me suis dit, j'ai besoin de transmettre, j'ai beaucoup d'amour et j'ai vraiment envie de trouver une solution pour exercer cette paternité. Des rencontres magiques. Et elle me dit bonjour, papa. Et là, c'était l'enfantement, l'accouchement en un quart de seconde. À l'instant où Mamie Michel a montré la photo, là il s'est passé quelque chose et dans ma tête, c'était mon fils. Voilà. Et une nouvelle vie qui démarre pour ces papas au grand cœur. J'ai donné le premier bain en me disant, pourvu que je la fasse pas tomber, en me disant... J'étais vite débordé au début, donc j'ai appris à m'organiser, à être un vrai papa ou un faux papa, c'est pareil. Le fait de voir ces petits bébés qui ouvrent les yeux, de demander le biberon comme ça, enfin, je veux dire, nous on fondait à chaque fois. Hein. Et vous appelle papa? Ah oui, ça, papounet même, pour vous dire. Papounet. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Quel est le stade ultime de l'amour si ce n'est celui qui nous lie à notre enfance? Cette expérience unique, les hommes que nous recevons aujourd'hui ont tout fait pour la vivre. Pour cela, ces pères célibataires ou en couple homosexuel ont eu recours à l'adoption ou à l'aide d'une mère porteuse ou même d'une amie. Ils nous raconteront leur combat pour faire de leur rêve une réalité, mais aussi les difficultés particulières auxquelles ils ont été confrontés et la relation singulière qu'ils ont su tisser avec leur enfant. Et puis, comme chaque jour, notre émission sera suivie de l'histoire continue. Aujourd'hui, nous reprendrons des nouvelles de Christelle Chollet, l'humoriste qui a bien fait du chemin depuis sa rencontre avec Jean-Luc Delarue il y a 5 ans. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, Être père, envers et contre tout. Et nous allons tout de suite commencer avec vous, Olivier Poivre d'Arvor. Bonjour. Bonjour. Votre dernier livre s'intitule Le jour où j'ai rencontré ma fille. Il vient de paraître chez Grasset. Vous y évoquez sous une forme romancée votre combat pour adopter votre fille, Faïtza, un vrai parcours du combattant. Pour quelle raison vous êtes-vous tourné vers l'adoption? Parce que j'avais envie d'avoir un enfant. Et pourquoi je ne pouvais pas avoir d'enfant? Parce que j'étais stérile. Avant cette découverte, est-ce que vous aviez déjà éprouvé le désir d'être père? Non, pas véritablement. C'est assez étrange. J'avais un rapport très difficile à l'idée de cette trinité, de cette sainte trinité, papa, maman et moi. Et dans le fond, peut-être qu'inconsciemment, je n'avais pas envie de ça. Et j'étais partisan de cette espèce de no kids philosophie que Nietzsche avait développée et d'autres. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre très heureux sans enfant et on est beaucoup plus libre, évidemment. Et je l'ai éprouvé, évidemment, avec la découverte de l'impossibilité de le faire, parce que quand on vous interdit quelque chose, on a évidemment envie de le réaliser. Alors, comment vous avez découvert cette impossibilité? À quel âge? Assez tardivement, dans le fond, parce que j'ai vécu dans une forme d'insouciance, de créateur, de grande liberté, de désir. Et puis, à un moment donné, j'ai eu le sentiment qu'en effet, il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie, ne serait-ce que parce qu'on vous pose toujours la question, mais vous n'avez pas d'enfant, avec un peu d'inquiétude. Et à force de répondre non et d'inquiéter les gens, je me suis dit, mais pourquoi ça ne me pose aucun problème? Et j'ai juste eu envie de vérifier, étant persuadé, comme la plupart des hommes, que nous étions éternellement féconds, s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas dans ce processus. Mais comme ça, vous avez souhaité le vérifier sans avoir quelques doutes là-dessus? Oui, si, un petit doute, parce que ce n'était pas venu, et ça, normalement ça aurait dû venir, mais en même temps, sans désir particulier d'avoir des enfants, et puis avec un souci d'honnêteté, qu'honnêtement, pas mal d'hommes, je crois, n'ont pas, puisque c'est toujours, vous savez bien, la femme qui est stérile ou le couple qui est stérile. Mais enfin, l'homme, jamais, il n'y a ni dans l'histoire de l'humanité, de la mythologie, dans l'histoire, la grande ou la petite histoire, d'hommes qui se déclarent stériles. Ce serait très difficile à dire parce que probablement on associe ça à une forme d'impuissance, ce qui n'est pas complètement le cas, je tiens à le dire quand même. Bref, toujours est-il que j'ai voulu le vérifier. Et au début, j'ai regardé ça avec un peu d'intérêt, comme ça, de voir la dégénérescence. Puis je lisais des articles sur les perturbateurs endocriniens qui nous expliquaient que les spermatozoïdes devenaient de plus en plus fragiles, que les hommes étaient menacés, que le monde se féminisait.
Puis un jour, quand je l'ai appris, ça a été une autre réaction, cette espèce de discours un peu dandy que j'essaie de vous tenir. Donc là, quand vous l'avez appris, vous vous êtes dit, mais en fait, j'ai envie d'avoir un enfant. Ça a vraiment déclenché votre désir d'enfant. Oui, parce que je me suis dit tout d'un coup, c'était ma ménopause, quoi. C'était la finitude. Ah tiens, moi, je suis un homme et l'horloge s'arrête. Et j'étais persuadé dans ma tête que quelque part, un jour, avec quelqu'un, j'aurais un enfant. Et là, c'était impossible. Et là, c'est devenu très violent. Et ce qui avait été une forme d'élégance ou de légèreté de vie m'est apparu en plein visage, de manière assez violente, une forme d'irresponsabilité et de refus d'être un parmi ces 7 milliards ou d'être dans la chaîne du monde, un individu comme un autre, dans le fond, de procréer, de laisser une trace éventuellement ou qu'il y ait un élément de transmission. Donc, ce désir de paternité, à ce moment-là, est devenu une obsession. Oui, une véritable obsession avec plein de formes, avec des recherches en paternité, de faire un retour en arrière sur ma propre histoire, persuadé que j'étais, comme un certain nombre d'ailleurs d'hommes le sont, père d'enfants que je n'aurais pas reconnus. Donc je suis allé sur la trace de ma vie amoureuse pour aller chercher qui au Brésil, qui en Amérique, un enfant dont je pensais qu'il était né, comme ça. Et puis à chaque fois, la porte se fermait et on me disait non, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de trace de vie sur cette terre. Et tu n'as pas d'enfant, tu n'en auras pas. Et il n'y a nulle part des éléments de spermatozoïdes congelés quelque part qui te permettraient de te reproduire. Donc vous avez à ce moment-là envisagé toutes les possibilités, par exemple? Oui, pas d'enlever un enfant d'un supermarché, non, ça, pas le délit. Mais non, mais de dire, voilà, il y a plein de femmes qui font appel à leurs sœurs pour faire des enfants, parce qu'elles ne peuvent pas, et donc des sœurs porteuses. Et donc, c'est vrai, je me suis dit, dans le fond, qui pourrait le plus me rapprocher de moi-même pour qu'il y ait un élément de ressemblance dans cet enfant, si ce n'est quelqu'un de ma famille. J'ai un frère hyper fertile. Bon, je lui dis, ben voilà, je lui ai demandé de m'aider. Donc, on a passé une soirée, il m'a dit oui. Votre frère, il s'appelle Patrick, oui. Tout le monde le connaît. Oui. Donc, vous lui avez posé la question? Oui, il m'a dit oui, parce que c'est mon frère, il est charitable, il est fraternel. Vous êtes très proches, tous les deux? Très proches. Vous avez coécrit beaucoup de livres? Oui, on a écrit beaucoup de livres ensemble. Donc, elles sont très fortes, ça. Mais j'en suis arrivé là. En quelque sorte, quelques bébés communs, déjà. Oui, mais c'est quand même assez fort d'aller voir son frère disant « fais-moi un enfant ». Donc, il vous a dit oui? Oui, parce que ma demande était pressante. Là, on en rigole, mais il y a une forme d'urgence dans nos désirs. Là. Les cadres que nous sommes, on n'est pas là pour s'amuser. Si on a eu envie d'avoir des enfants, c'est parce que c'est douloureux. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillé et me dit « mais c'est pas possible. Cet enfant, cette petite fille, ce petit garçon… » Je le regardais, dire c'est ma fille. Non, c'est la fille de mon frère. C'est déjà assez compliqué comme ça, d'avoir un frère et un grand frère. Je n'allais pas en rajouter. Et donc voilà, j'ai renoncé à ça. Puis après, j'ai pensé à un ami qui était à la veille de mourir d'un cancer grave. Enfin, des histoires invraisemblables. C'est pour vous dire, en tout cas, que je pense que dans ces moments-là, on est dans des états de détresse qui sont les mêmes pour les femmes, mais pour les hommes. Nous sommes aussi fragiles. Et dès lors que nous acceptons de le dire, nous, les garçons, c'est bien que vous puissiez l'entendre. C'est pas lié au sexe, à un genre. C'est juste lié à ce besoin qu'on a à un moment donné d'être utile à quelqu'un d'autre que soi-même. À quel moment avez-vous pensé à l'adoption? Je n'ai pas choisi. C'est une rencontre. Ça s'appelle Le jour où j'ai rencontré ma fille. Mon livre c'était la minute même, ou la seconde où j'ai rencontré ma fille. J'ai voulu en parler à tout le monde, cette stérilité. Donc, plutôt que de me taire, d'ailleurs, maintenant, je pense que c'est à peu près entendu, mais je disais partout, je suis stérile, je suis stérile. Les gens étaient effarés de cet homme sans surmoi qui, tout d'un coup, proclamait sa finitude. Et puis, un jour, je suis allé au Togo, en mission, je suis diplomate. Puis, on me dit, tu vas voir, il y a une petite fille que tu vas rencontrer. Elle a 7 ans. Et en effet, je vois arriver une petite fille, toute noire, tressée, assez sale. Et elle me dit 2 mots, avec un petit temps d'arrêt entre les deux. C'est 2 mots qu'elle connaissait. Elle parlait uniquement le mina. Et elle me dit « Bonjour, papa ». Et là, c'était l'enfantement, l'accouchement, l'appropriation en un quart de seconde. Cette jeune fille, cette petite fille, qui ne me connaissait pas, me donnait le droit d'être père pour la première fois. C'est la première fois qu'une femme me reconnaissait le droit d'être père. Mais on vous l'avait présenté dans ce but d'adoption? Oui, enfin, c'était un ami qui s'était dit, voyant ce pauvre type désespéré et connaissant l'histoire de cette petite fille qui était orpheline, son père s'était jamais manifesté, donc on ne connaissait pas son père. Sa maman était décédée quand elle avait 4 ans. Et c'était un ami bienveillant qui s'était dit, peut-être, je sais pas, on va essayer d'organiser une rencontre totalement improbable entre une petite fille qui vivait dans les bidonvilles de Lomé, au Togo, et puis ce garçon qui est là, tout blanc, et puis cette petite fille toute noire. Sauf que, par miracle, bon, je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas là, il a été très utile, merci.
Il a permis cette rencontre incroyable entre quelqu'un qui avait clairement un besoin de parents, de père, de mère, ce que je suis volontiers, père et mère, et puis quelqu'un qui cherchait clairement une enfant pour s'occuper. Et à ce moment-là, ça a été formidable, et c'est là où les terribles ennuis ont commencé. C'est-à-dire que merci la société et cet acte de reconnaissance, après, il faut vraiment le payer assez cher. Ça a été un long combat pour pouvoir être légalement son père. Oui, on dit toujours parcours du combattant, mais le mot n'est pas faux. La différence entre la filiation biologique et la filiation adoptive, ou le choix qu'on fait, je vais vous dire, ce n'est pas une question de qualité. C'est juste une question qu'il y en a qui en ont vraiment, vraiment, vraiment envie. Et quand on veut adopter, notamment quand on est homme ou célibataire ou pas classique, homosexuel par exemple, je veux dire, il faut une énergie, un désir incroyable. Et donc cette filiation, elle a ça de beau, parce qu'elle est un choix, une détermination incroyable. Et c'est un long parcours, parce qu'en effet, en plus, tout seul, 50 ans, un homme qui va adopter une petite fille de 7 ans, qui en plus, qu'il connaît. Et la Convention de la Haye, qui régit l'adoption internationale, ne permet pas, a priori, ou même à 99%, d'adopter un enfant qu'on a choisi. Il faut qu'on passe par un système... Vous avez fait les choses à l'envers. Vous l'avez rencontré avant avant de faire ces démarches pour l'adopter. Voilà, ouais. Système dont on pense qu'il est là pour le bien de l'enfant, parce qu'il protège en effet un certain nombre d'éléments de corruption, de trafic, il a été mis en place pour ça en partie, mais qui finalement arrive à ce résultat absurde, qui est qu'il y avait en France 4000 enfants adoptés en 2000, il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y en a 2000. Il y en avait 40 000 dans le monde, il n'y en a plus que 20 000. Et dans quelques années, il n'y aura absolument plus d'enfants adoptables. Or, 50 millions d'enfants, même si ce n'est pas tout à fait le même sujet, ne sont pas reconnus chaque année à la naissance. Il y a au moins 1 ou 2 millions d'enfants juridiquement adoptables et des millions de parents qui ont envie d'avoir des enfants. Et cette rencontre, tout est fait par une espèce de plaisir de la complication administrative pour qu'elle ne se produise pas. Alors, cette enfant de 7 ans a-t-elle pu exprimer elle-même sa volonté de vous avoir comme père ? Oui, heureusement, dans le fond, c'était l'avantage. Souvent, les parents veulent adopter un nourrisson. Moi, ce n'était pas du tout mon sujet. J'étais au contraire très heureux de pouvoir avoir une relation avec un enfant assez âgé, 7 ans, qui est considéré comme étant un enfant à besoins spécifiques, c'est comme ça qu'on les appelle. L'avantage, c'est qu'en effet, cette convention qui dit « c'est pas possible, vous ne pouvez pas choisir votre enfant », il y a un petit codicile qui dit « sauf si le bien de l'enfant peut être prouvé ». Et là, c'est elle qui l'a prouvé elle-même, dans une espèce de plaidoirie assez étonnante. Je crois qu'elle va devenir avocate. Dans quelle langue Alors, elle avait été... Donc, entre-temps, je l'ai mise au lycée français. Donc, elle a préanné le français. Donc, ça a duré 2 ans et demi, l'affaire. Donc, elle parlait assez bien le français en 1 an. Et dans un français... J'étais pas là, j'ai pas le droit d'être là. Elle a plaidé son intérêt en disant, écoutez, cet homme, je le veux pour père. Vous l'aviez préparé avec elle? Non, jamais, au contraire. Non, parce que... Non, je voulais absolument pas. Je voulais que ça soit son choix. Non, j'avais envie évidemment, mais non. Et je ne pouvais pas être là. Et donc elle m'a appelé et elle m'a dit, papa, c'est bon. Je ne sais pas sûr ce que ça voulait dire, mais enfin, je pense qu'elle avait senti elle-même qu'elle était assez bonne. C'était son premier examen, en fait, dans le fond, vraiment important. Pendant ces 2 ans et demi, vous vous étiez appelé souvent? Oui, je venais presque tous les mois à Lomé. C'était assez douloureux. Je ne pouvais pas la faire venir parce qu'il y a une procédure d'adoption, donc on ne peut pas la faire venir pendant ce temps-là en France. Ma mère était en train de décéder, je voulais à tout prix la présenter à maman et c'était impossible parce que quand les connards veulent vous faire chier, vraiment, pardon d'être vulgaire, ils y arrivent, les diplomates, les juges, moi-même un peu dans ces métiers, je sais qu'on peut vraiment aménager la souffrance des gens. Et donc tout ça était impossible et pendant 2 ans et demi, je me suis dit chaque jour que ça ne marcherait pas, ce serait impossible. Est-ce que ces 2 ans et demi ont été une sorte d'enfantement? Est-ce que ça vous a donné le temps de devenir père? Oui, oui, dans la douleur et pas dans un projet partagé avec quelqu'un. Ça, c'était mon problème, en l'occurrence, parce que j'adoptais en tant que célibataire. C'est comme beaucoup d'angoisse, c'est la peur. Mais j'ai compris ce que c'était qu'un enfant. Quand on voit toutes ces images d'enfants africains, par exemple, qui sont dans les bras de leurs parents et qu'on voit que leurs parents sont prêts à aller traverser la Méditerranée, aller mourir sur les côtes de Lampedusa pour pouvoir sauver leur enfant parce qu'ils ont vu à la télévision que nous, on a des médicaments qui vont sauver leur enfant d'une fièvre un peu forte. J'ai compris ce que ça représentait, charnellement, physiquement, maternellement. Si la maternité, c'est porter, c'est avoir contre soi. Moi, je suis devenu cette mère et ce père en même temps. Et j'ai compris en effet la valeur de ce lien qui nous avait rapprochés en quelques secondes.
Alors on va saluer Yvonne Poncé-Bonicel qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Comme l'a dit si joliment Olivier, être père, ça peut aussi être l'histoire d'une rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'effectivement, l'adoption, c'est une rencontre. C'est l'enfant qui vous choisit et c'est vous qui rencontrez l'enfant. Et ça, je trouve merveilleux dans ce que vous racontez. Et j'ai envie de souligner aussi, à part cette rencontre, la douleur qui existe chez les pères quand ils sont confrontés à la stérilité comme vous, parce que vous en parlez comme d'une mère qui est confrontée justement à sa propre stérilité. Ce souhait d'avoir un enfant, ce parcours du combattant, cette idée obsédante qu'on vous voyez dans la rue, des femmes avec des enfants, mais ça devient quelque chose, je dirais presque de délirant, vous ne pensez plus qu'à ça. Et j'avoue que c'est bien de le souligner parce qu'il n'y a pas de souffrance du genre, comme vous dites, mais le père peut être aussi confronté à cette souffrance de ne pas avoir d'enfant. Et alors, plus que l'instinct paternel ou l'instinct maternel, parce que ça, on sait maintenant que ça n'existe pas, parce que ce n'est pas dans les gènes. Néanmoins, ce qui est intéressant pour les pères qui ont une idée, mais farouche, d'avoir un enfant, ou ce désir farouche, il y a des études américaines qui viennent de prouver, il y a de cela quelques mois, que finalement, le désir de paternité est encore amplifié quand il y a une chute de testostérone. Alors, on ne parle pas d'instinct, mais quelque part, vous avez évoqué toute la genèse, cette quête biologique que vous avez faite, ça peut être une piste. Néanmoins, je voudrais rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, c'est la notion de portage. Quand on adopte un enfant, quand on reçoit un enfant, c'est vrai que la notion de holding, de porter un enfant, de le contenir, c'est essentiel. Et je trouve terriblement émouvant qu'un père peut prononcer le même mot qu'une mère. Ça veut dire que vous êtes un père-mère. Et cette rencontre, je pense qu'avec votre fils, ça doit être tellement fabuleux. Et à vous voir tous, je n'ai pas encore connu votre histoire, mais il y a quelque chose qui me saute aux yeux. C'est-à-dire cette capacité de transmettre, de donner et d'amour. Et plus le discours est clair, parce que vous avez un discours qu'on pourrait écouter de longues heures, mais ce discours est empreint d'amour, de sensibilité et de générosité. Et surtout, vous êtes vrai dans cette démarche. Bonjour Jean. Bonjour. Comme Olivier, vous avez fait le choix de l'adoption. À quel moment avez-vous ressenti le besoin de devenir père? Je crois qu'il y a très longtemps, une vingtaine d'années à peu près, où bon, quand on se projette, j'avais effectivement ce projet. Voilà, ça allait arriver, j'allais fonder ou pas une famille, j'allais être père certainement. Je suis d'une famille très nombreuse au Pays Basque où nous avons plein d'enfants, enfin mes sœurs. J'ai 17 ou 18 neveux et nièces, je ne sais même plus où juste. Et je fais partie d'une très grande famille et toujours entouré d'enfants. Donc moi aussi, dans ma tête, j'allais être papa. Et alors, ça ne s'est pas produit. Pour quelle raison? Alors ça ne s'est pas produit pour une raison très simple. Parce que je suis un tout petit peu singulier, pas trop, parce que je vois que je ne suis pas le seul en fait. Je suis un célibataire. Alors célibataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas solitaire. Ça veut dire... J'ai compris que je rendais plus malheureux des personnes en essayant de construire un couple ou d'essayer de faire comme tout le monde que de me rendre heureux et de rendre cette personne heureuse. Donc à un moment donné, j'ai eu un déclic et ça fait 20 ans facilement. Vous l'avez compris rapidement. Voilà. Il y en a qui mettent plus de temps avant de le comprendre. Et heureusement, parce que c'est un état de bonheur permanent pour moi. C'est peut-être égoïste. Enfin, les gens pourraient penser que ce n'est pas vrai. En réalité... C'est plutôt généreux de ne pas vouloir faire souffrir une autre personne. Mais ce serait un autre sujet, ça, que je suggère à ma productrice d'ailleurs. Donc, l'option couple, on adopte ensemble, soit de papa, soit avec une compagne, où on fait un enfant biologique, n'était plus là. Ce n'était pas une solution pour moi. Vous auriez pu faire un enfant biologique sans vivre en couple. Oui, mais là, on repasse dans le schéma qui ne m'intéresse pas. Je veux tout maîtriser, peut-être. Ah oui, je vais être tout seul. Vous auriez pu rester célibataire en ayant un enfant biologique. C'est vrai. Bon, ça ne vous intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas parce que quelque part dans mon esprit, je trichais. Ou partager, ou je trichais aussi. Puisque j'allais me mettre en couple, après la décision de ne pas le vivre, cette vie de couple, pour faire un enfant. Donc pour moi, ce n'était pas net avec moi-même, en fait. Bon. Donc vous avez décidé de vous lancer dans l'adoption. Il ne restait que cette solution-là. Sauf qu'elle n'était pas évidente pour moi, car je suis un batailleur, c'est-à-dire j'ai aussi un discours par rapport au respect, à l'égoïsme ou l'altruisme. C'est-à-dire, ai-je le droit d'imposer à un enfant un papa tout seul? Bon, je répondais aux arguments de
de mes amis, parce qu'on a toujours des bons amis hein, quand on parle de ça. Donc ça a duré plus de 10 ans, 15 ans avant que je prenne une décision. Il vous a fallu 20 ans pour que vous puissiez vous décider. Tout à fait. C'est ça. En 2009, j'ai dit j'écoute plus personne. Ce désir est-ce qu'il y a une fort. horloge biologique aussi qui tourne dans la tête Peut-être, je viens de le père. découvrir, mais c'est merveilleux. Ça s'appelle andropause ou la ménopause pour les garçons? Je ne sais pas. Andropause, normalement, hein, mais bon, ça dépend. Donc je dois y être en plein dedans. Bon. Donc vous avez pris cette décision en 2009. Combien de temps vous a-t-il fallu pour obtenir l'agrément vous permettant d'adopter? En janvier 2009, j'ai pris mon courrier, j'ai envoyé une lettre, donc on passe par le Conseil général, les services sociaux, etc., pour demander, pour faire part de mon désir de paternité, enfin d'adoption, pardon. J'ai eu une réponse rapidement, je suis tombé sur une équipe très sympa, et là, l'agrément a démarré, donc il faut voir des médecins, il faut voir des psychologues, il y a des rendez-vous avec des travailleurs sociaux, une assistante sociale, il y a une enquête chez vous, etc. Donc ça a duré jusqu'en septembre 2009, donc ça a duré 9 mois, une grossesse. Et j'ai eu l'agrément, c'est-à-dire ça passe en commission. Il y a un représentant du préfet, de la religion, toutes ces choses-là. Et mon dossier a été accepté. Je trouvais que j'étais capable d'élever un enfant. Mais c'est rien, hein, c'est juste 1% de ce qui m'attendait, en fait. Ah ouais. Oui. Bon, alors, quelques pays, dont la Colombie, autorisent l'adoption par des hommes sédimentaires, parce que tous les pays ne l'autorisent pas, apparemment. Très peu de pays, et de moins en moins. À cette époque-là, je m'étais rapproché par les services sociaux, par l'Agence française pour l'adoption, d'autres parents solos. Parce qu'il existe des gens qui se rencontrent et qui ont ce désir ou qui ont réussi, en étant maman tout seul, toute seule, ou papa tout seul, à adopter. Donc c'est vrai qu'il y avait très très peu de possibilités pour un papa solo et pour moi, et il y avait la Colombie. Donc j'avais préparé en avance un dossier, avant même d'avoir l'agrément. Je commençais. Première piste. Parallèlement à cela, je faisais des voyages, je profitais de mes voyages en Afrique, parce que je bouge beaucoup. Enfin, j'allais au Sénégal, au Maroc, j'ai des amis là-bas, pour utiliser mon poids en soute. Moi, un sac à dos me suffit pendant les vacances, pour emmener une association du Maroc quand je vais au Maroc, une association du Sénégal qui s'appelle Vivre Ensemble quand je vais au Sénégal, pour amener des affaires, des médicaments, des trucs qu'on ne trouve pas là-bas. Bon, il y avait 1 kilo à partager, on va dire. Et donc, je venais d'avoir l'agrément, mais mon voyage était programmé depuis 6 mois, donc j'arrive là-bas, je vais voir la directrice, c'est tout à ma joie, je lui dis je vais être papa, je vais déposer un dossier en Colombie, et simultanément, sans le savoir, ni moi, ni elle, ni Mamie Michel, je l'appelle Mamie Michel, nous l'appelons Mamie Michel. Vous l'appelez comment? Mamie Michel. Mamie Michel. C'est une âme extraordinaire qui a démarré il y a 13 ans à recueillir quelques enfants de mamans célibataires au Sénégal. Aujourd'hui, il y en a 200. Donc son travail permanent, c'est de financer tout ça, et c'est une énergie incroyable. Donc c'est devenu notre mamie, la mamie Diego aussi. Et juste là, elle me dit, mais je suis en train de voir avec les services sénégalais, le gouvernement sénégalais, pour pouvoir proposer tous ces enfants qui augmentaient dans sa pouponnière, en fin de compte, à l'adoption. D'abord auprès des Sénégalais, en priorité, car il y a des enfants aussi, des gens stériles aussi au Sénégal, et à l'adoption internationale, pourquoi pas. Donc j'arrivais au bon moment. Et elle me disait, travailler à cet instant, quand je la visitais, j'arrivais avec mes valises de médicaments et de t-shirts, préparer les dossiers pour les enfants adoptables, car il y a un code de la famille sénégalais qui est bien précis. Et le premier dossier qui est arrivé, c'était le dossier de Diego. Voilà. Et alors là, elle vous montre la photo, et il y a eu un coup de foudre aussi, là? Alors, ce n'est pas un coup de foudre, c'est un miracle. Je ne sais pas. Alors, je suis assez cartésien, mais il s'est passé quelque chose, et c'est vrai que je ressens ce que vous avez raconté, effectivement, c'était lui, fini. C'est-à-dire, voilà. Et c'était, bon, alors bien sûr, parallèlement, après la journée, le soir, le lendemain, j'avais la moitié de moi-même qui me disait, mais tu t'imagines comment ça va être dur, etc., etc. Et l'autre moitié, mais c'était mon fils, point final. C'est toujours mon fils. C'est donc une photo qui a changé le cours de votre vie, et votre plus beau combat pouvait alors commencer pour que ce petit garçon devienne officiellement votre fils, Diego. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Anglette, au Pays Basque. Jean, 56 ans, est un papa solo. Bon, tu m'expliques tout quand tu le fais, au fur et à mesure. Depuis 3 ans, sa vie tourne exclusivement autour de Diego, son fils adoptif. De toute façon, je vais gagner. Si tu veux.
Et tout a changé dans ma vie depuis que Diego est arrivé, parce que c'est une vraie révolution. L'arrivée d'un enfant chez un vieux célibataire, voilà. Donc il a fallu que j'apprenne, que je m'adapte. Et effectivement, les journées faisant toujours 24 heures, j'étais vite débordé au début. Donc j'ai appris petit à petit, les 6 premiers mois à peu près, à m'organiser, à être un vrai papa. Non. Oh. Oui, Oscar, tu as réussi. Je passe beaucoup de moments bien avec mon papa. Il est fier de moi parce que je fais beaucoup de choses bien. Je trouve que c'est un bon papa. Super papa. Même maintenant, 3 ans et demi après, quand il me dit papa, où que ce soit, c'est toujours une émotion en fait. Ouais, tu fais pas la Michael. L'histoire de Jean et de son fils n'est pas tout à fait comme les autres. Je me souviens de cette photo. Pourquoi je rigolais beaucoup à l'époque? Que j'ai dit Marie. Tu disais Marie, tu te rappelles? Oui. Quand tu avais l'accent. Ce sont des photos qui, du début de notre aventure en fait. Nous regardons souvent ces photos car il est nécessaire de maintenir ce lien. Ce lien, ils l'ont créé il y a 3 ans, alors que Jean est en voyage humanitaire au Sénégal. Il découvre la photo de Diego. À l'époque, l'enfant est placé dans un orphelinat. À l'instant où Mamie Michel m'a montré la photo, comme ça, là, j'étais son papa. Point. Là, il s'est passé quelque chose, et dans ma tête, c'était mon fils. Voilà. Alors qu'il a déjà lancé une procédure d'adoption en Colombie, il arrête tout et demande aux autorités sénégalaises cet enfant-là. 18 mois plus tard, Jean rentre en France avec Diego. Là, par exemple, ça, c'était la première fois où j'ai eu Diego dans mes bras. Quand j'ai vu, je me suis dit que c'était mon papa. Un moment que Jean attendait depuis plus de 20 ans. Ça fait très longtemps que je veux devenir papa. Avant de prendre la décision d'adopter un enfant en étant solo, j'ai toutes ces années où je me suis interrogé, tant qu'on soit tout seul à le donner cet amour, ou qu'on soit plusieurs, l'enfant, lui, il a besoin que de ça, qu'on l'aime. Aïe. Vous allez manger chez tante Nicole. Comme tous les week-ends, Jean emmène Diego voir sa famille. Dans les premiers temps, sa décision d'adopter n'a pas été très bien comprise par ses sœurs. Oui. Ça me faisait un peu peur. D'accord. Dans le sens qu'avec ton boulot, célibataire, c'était un peu difficile. Tu pensais que ça allait être difficile? Je pensais que ça allait être difficile, tout en sachant quand même que tu avais des ressources. Donc tu étais inquiète? Un peu, au début. Un peu. Bon, il est assez sévère, il est câlin tout en étant sévère. Oui, mais non, il fait bien la part des choses. Ouais. Vous m'avez bien formé? Voilà, c'est tout. C'est le petit frère. Hein. Une grande tribu qui a finalement accueilli Diego à bras ouverts. Jean ne compte pas en rester là. Il a bien l'intention d'agrandir la famille. Nous avons commencé la procédure pour obtenir l'agrément et j'ai obtenu une réponse favorable il y a quelques jours pour une deuxième adoption. Voilà, maintenant on attend, on va voir si Diego et moi avons le courage de repartir dans ce long parcours. Voilà, et un papa ému sur ce plateau. Il a pleuré comme une madeleine, nous dit-il. Exactement. C'est très émouvant de voir, et on sent une telle solidarité entre tous ces papas qui ont attendu si longtemps. Comment avez-vous réussi à rendre cette adoption possible? J'ai fait toute la procédure sénégalaise, toute la procédure française, mais en faisant ainsi, pour le Sénégal, il faut que le Sénégal décide de placer l'enfant chez vous pendant 1 an. Ils appellent ça la période de convivialité. Donc j'ai réussi à avoir ce jugement. J'ai dû me battre, mais avec les services français un petit peu, le consulat, parce que je ne rentrais pas dans le cadre de la Convention de La Haye, parce que le Sénégal n'avait pas signé à l'époque. Donc il me fallait un visa enfant mineur, mais qui ne rentrait pas dans le cadre d'une adoption. Et pourtant, c'était une adoption. Bon, là, j'ai bataillé un petit peu, mais je suis têtu. J'y suis parvenu. Le consulat m'a délivré un visa. Donc, si vous voulez, je connaissais Diego. Donc il est venu vivre 1 an chez vous. Combien de temps après 2013. la photo? Ça, la photo que nous Attendez, voyons là, c'était quand? Pardon, je dis des bêtises. Non. Septembre 2009.
Il est arrivé en France en juillet 2010. Voilà. Voilà. C'est Pour plus une période plausible. d'1 an de convivialité. Donc il portait son Et nom au bout sénégalais. d'un an, il est reparti au Sénégal? Non, nous sommes repartis ensemble. J'avais le droit de voyager avec lui au Sénégal, d'abord pour des petites vacances, et ensuite pour lancer la procédure d'adoption plénière. D'accord. Donc il fallait un jugement du tribunal sénégalais. Mais entre les deux, vous avez dû être séparés quand même? Non, D'accord, pas du donc tout. vous êtes toujours Il resté était hors avec de lui. question. D'accord. Donc en juillet 2011, où le jugement a été prononcé, il a fallu attendre pour une période afin que personne fasse appel, etc. Mais comme j'avais déjà la paternité aux yeux de la loi sénégalaise, il rentrait avec moi en France. D'accord. Bonjour Éric. Bonjour. Contrairement à Jean et Olivier, vous avez réalisé votre rêve de paternité d'une toute autre manière. À qui avez-vous fait appel? Alors moi, j'étais, et je suis toujours, mais enfin, homosexuel. Et donc, pour des raisons diverses, c'était aussi compliqué que pour vous. Moi, je n'étais pas stérile, comme quoi la vie est parfois mal faite. Hein. C'est les hétéros qui ne sont stériles et pas les homos. Alors j'étais abonné à l'équivalent de Tétu à l'époque, qui s'appelait Guépier. Et un jour, je lis une petite annonce d'une jeune femme qui souhaite rencontrer un père homosexuel pour un projet d'enfant. Donc cette petite annonce, j'y ai répondu et j'ai été sélectionné parmi 25 réponses, parce qu'en fait, déjà à l'époque, il y a 25 ans presque, finalement, pas mal d'hommes avaient un désir d'être père, tout en étant homosexuel. Avant de rencontrer cette femme, est-ce que vous aviez envisagé d'autres options? Alors, j'adore l'adoption. Je trouve que c'est magnifique parce qu'il n'y a pas d'ego du tout, il n'y a pas de désir de se reproduire pareil. On aime un enfant qui a déjà un passé. Enfin, moi, voilà. Sauf que, étant homosexuel, il y a 25 ans, voilà, je me suis vite découragé. La GPA, la gestation pour autrui, n'existait pas à l'époque. Enfin, on n'en entendait pas du tout parler. Et bon, ayant eu une mère qui ne m'avait jamais vraiment adopté, bien qu'elle soit ma mère biologique, j'avais un désir que l'enfant que j'aurais ait un père et une mère. Voilà, c'est pas un modèle absolu que je prône, hein, du tout. Mais dans mon histoire personnelle, j'avais manqué d'une mère et je souhaitais que ma fille ou mon fils ait une mère. Dans quel état d'esprit étiez-vous en apprenant sa grossesse? Ben, on n'y croit pas. Enfin, à la fois, on n'attend que ça, on est persuadé qu'on est fait pour être père, et en même temps, quand ça se présente, on est à la fois incrédule. Bon, puis en plus, l'homme ne porte pas l'enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut construire dans sa tête. Hein, on a beau se mettre les mains sur le ventre, on ne sent rien. Donc il faut un peu... Mais vous l'avez vécu à ses côtés, la grossesse? Oui, on se voyait régulièrement. Voilà, oui, c'est vrai qu'en même temps, j'avais une sorte de force tranquille. Et en même temps, une incrédulité. Enfin, c'est très difficile à raconter. Alors, votre fille Clotilde est née le 11 décembre 1991. Quel souvenir précis gardez-vous de ce jour? Alors moi, comme je suis un peu impressionnable, je n'ai pas voulu assister à l'accouchement. C'est plutôt sa compagne qui a assisté à l'accouchement. Mais j'étais dans le couloir et j'ai entendu le premier cri. Voilà. Et puis 5 minutes après, je suis rentré. On m'a confié cette petite fille, toute lustrée, toute belle. Voilà. Bon, elle est un peu vieille là. Et j'ai donné le premier bain en me disant, pourvu que je ne la fasse pas tomber, en me disant... Enfin, c'est bizarre, ces instants-là, on est émerveillé et en même temps, on est un peu dans un autre monde. Alors c'est là qu'a commencé une nouvelle vie, faite de biberons, de couches et d'autres réjouissances liées à la petite enfance. Vous adorez ça. Vous en raconterez tout à l'heure le nouveau visage qu'a pris votre quotidien. Mais d'abord, on va saluer Alexandre, que j'avais déjà eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. C'est aussi à l'âge de 30 ans que votre envie d'être père s'est révélée. Vous aussi, vous refusiez que votre orientation sexuelle vous interdise d'être père. Que représentait la paternité à vos yeux? C'était un désir, effectivement, que je portais depuis longtemps, tout en étant, comme Éric, homosexuel. Mais c'est vrai que je n'avais pas tout à fait compris qu'il y avait une impossibilité qui allait se produire. Et vers l'âge de 30 ans, je me suis dit,
oui. Alors pour l'enfant, un petit peu comme le testament, on va vouloir léguer quelque chose, on va vouloir transmettre, et puis il y a une date qui intervient, l'horloge biologique de tout à l'heure, je ne sais pas, enfin à 30 ans ça allait quand même. Et je me suis dit, il faut trouver une solution parce que je porte ça en moi, j'ai besoin de transmettre, j'ai beaucoup d'amour et j'ai vraiment envie de trouver une solution pour exercer cette paternité. À ce moment-là, vous étiez célibataire. Oui. Donc vous êtes lancé dans les méandres de l'adoption. Voilà. Et puis en 2004, vous avez reçu votre agrément. À Paris, vous n'étiez que 2 hommes célibataires à le recevoir cette année-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris au moment de vos démarches ? C'est vrai que, bon, tu l'as raconté tout à l'heure, il y a les enquêtes sociales, on vient chez vous, on vérifie. Moi, j'ai jamais compris pourquoi le travailleur social ouvre le frigo pour vérifier quoi. J'ai toujours pas compris. Il y a des petites anecdotes comme ça, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent voir. Est-ce qu'on est parents en fonction de ce qu'on mange? Je ne sais pas. Bon, évidemment, il y a des enquêtes qui sont faites. J'ai pas parlé de mon orientation sexuelle, on m'a pas posé la question. Peut-être que la personne a compris. Néanmoins, ça a quand même permis que j'obtienne cet agrément. Mais effectivement, l'agrément, c'est 1%. Et les 99% ne viendront jamais. Alors, vous aviez rencontré quelque temps auparavant celui qui deviendra votre époux. À quel moment lui avez-vous parlé de votre désir de paternité ? C'est vrai que quand on se rencontre, j'étais dans la démarche et l'agrément va intervenir quelques mois après notre rencontre. Et je lui ai donc parlé très rapidement de mon désir de paternité et j'allais dire tant mieux parce que lui aussi était vraiment porteur de ce désir-là. C'est assez bizarre parce que ça paraît une évidence en fait. On arrive sur Terre, on se dit on va être père et puis ensuite il y a des obstacles. C'est assez désagréable de voir qu'il y a des obstacles de nos confrères, de nos concitoyens, de la justice. On a des histoires de rencontres, j'ai l'impression. J'ai l'impression que je suis le seul marié sur ce banc. C'est très conventionnel hein, maintenant. Et en même temps... Vous êtes marié quand ? Le mois de septembre, donc il y a quelques mois. Et en même temps, on porte tous des histoires de rencontres. On se trouve à un moment donné de notre vie face à quelqu'un qui va vous donner le sens de la direction que vous cherchez. Et là, tout commence. Alors, là, vous parlez de qui en l'occurrence ? Et là, je parle de celle qui a porté évidemment nos 2 enfants, puisque nous avons 2 enfants. Je parle de Michel. Et quand on se rencontre, quand on se voit, il y a des évidences. On rencontre son enfant, on rencontre cette femme qui va pouvoir aussi nous porter. Est-ce que vous avez laissé tomber les démarches d'adoption? C'était trop compliqué? J'étais le premier à me présenter à l'Agence française de l'adoption lorsqu'elle a ouverte. Donc j'étais là à 9h, devant la porte, j'étais mis en avant, je veux être le premier, je rentre, je dépose mon dossier. On me conseille d'aller au Brésil. Donc je fais cette démarche dans l'état de Minas Gerais au Brésil. Et puis je perds 4 ans. Je perds 4 ans de ma vie. Je perds au passage mon père qui ne pourra pas avoir la chance de connaître ses petits-enfants. Et ça a été quelque chose que j'ai mal vécu parce que j'avais l'impression d'être promené par des personnes qui n'avaient rien à faire de l'histoire de l'homme, mais qui devaient gérer des piles de dossiers et des numéros. Bien sûr. Donc vous avez décidé de faire appel à une mère porteuse qui était interdite en France. Donc comment vous avez procédé ? Alors on rencontre avec Eric, on rencontre des amis qui ont eu recours à la gestation pour autrui. C'est pas moi, hein. Non, nous ne sommes pas mariés. Un autre Eric, le mien. Et donc notre histoire, effectivement, fait qu'on rencontre ce couple français qui nous parle de la gestation pour autrui. Au début, on est un petit peu curieux, réticent, on se demande, on ne connaît pas bien. Et puis on se rend compte que finalement, il y a des repères éthiques qui sont présents dans ce processus. Il y a des garde-fous, on ne fait pas n'importe quoi, c'est très encadré, la mère porteuse est protégée, toute sa famille la soutient. Et la fameuse rencontre dont je parlais tout à l'heure se produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rencontre aux États-Unis et toute sa famille vient, nous aussi. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Elle va être celle qui va nous aider et on va être finalement les bénéficiaires de son désir de porter notre enfant et de le mettre au monde. Et on va voir ensuite qu'elle va le faire 2 fois. Lazare a 15 jours sur cette photo qui a été prise aux États-Unis et Eric était là à l'accouchement. C'est lui qui a coupé le cordon ombilical. Il y avait 3 pères dans la salle. Il y avait le mari de Michel. Ils ont un enfant. Il y avait Eric et moi. C'est vrai que c'est pas anodin d'avoir 3 pères dans la salle d'accouchement. Donc l'enfant était déjà bien là, bien protégé. Il y avait à peu près 8 ou 9. Et alors comment ça s'est passé avec le père ?
Avec les pères? Oui, ou avec lequel? Il y en avait 3. Avec le mari le mari de Michel. Le mari de Michel il était là, il vous a laissé la priorité. Quelle attitude avait-il à ce moment-là? Le mari de Michel a toujours été extrêmement porteur dans cette aventure humaine. Porteur dans quel sens? Mais porteur dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il encourageait sa femme, il était incroyable. Vous savez, c'est une expérience qui valorise vraiment d'une manière incroyable les personnes qui sont impliquées. Et lui était vraiment très supporter. Pendant l'accouchement, il tenait la main de sa femme, et puis nous, on était juste à côté, en retrait. Et à la naissance, voilà, on a eu l'enfant dans les bras. Évidemment, on l'a associé à Michel très rapidement aussi. Il ne s'agissait pas de faire une rupture, il fallait faire ça calmement, tranquillement, et ces naissances, c'est des moments extraordinaires. C'est une expérience commune incroyable, une aventure humaine incroyable. C'est une aventure humaine extraordinaire. Ce couple. Mais au moment de la naissance, c'est là où nous, Éric et moi, on est devenus pères. C'est-à-dire que quelques secondes avant, on ne réalisait pas encore trop ce qui allait se passer, mais quand on entend ce fameux cri, ou quand on voit ce premier regard, d'un seul coup, il se passe quelque chose. On est transcendé et on passe à un étage supérieur. Et là, on réalise. Nous découvrirons la suite des témoignages étonnants et pleins d'espoir de nos invités juste après ces quelques bandes annonces. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez réalisé à quel point vous l'aimiez au moment où il allait mourir. Vous étiez persuadé de ne plus aimer votre conjoint jusqu'au jour où vous avez découvert que ses jours étaient comptés. Vous veniez de le quitter ou comptiez rompre au moment où il est décédé. Aujourd'hui, vous êtes assailli de regrets. Vous avez réalisé que votre meilleur ami était en fait l'homme de votre vie au moment où il allait mourir. Il est décédé alors même que vous veniez de réaliser que vous l'aimiez. Aujourd'hui, vous regrettez d'être passé à côté d'une belle histoire d'amour. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Depuis son passage dans Toute une histoire, aux côtés de Jean-Luc Delarue, Christelle Chollet a fait bien du chemin. Vous êtes enceinte là? Oui, je suis à 7 mois là. J'ai un ciré jaune dans le spectacle au début, donc quand j'enlevais, les gens faisaient « Ah, dis donc !» 5 ans plus tard, nous retrouverons cette humoriste pétillante dans l'histoire continue. On va dans la loge? On va manger? Elle nous parlera de ses succès et nous dévoilera sa recette du bonheur dans la dernière partie de l'émission. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre conjoint a toujours été très dépensier ou au contraire très économe et vous ne supportez plus la situation. Votre compagnon ou votre compagne est accro au jeu d'argent et vous ne savez plus quoi faire pour lui venir en aide. Cela crée des tensions dans votre couple. Votre conjoint a contracté de nombreux crédits dans votre dos. Aujourd'hui séparés, vous êtes criblés de dettes par sa faute. À cause de votre rapport compliqué à l'argent, votre conjoint a fini par vous quitter. Après avoir rencontré de gros problèmes financiers, votre couple n'a pas tenu, ou à l'inverse, vous en êtes ressorti plus fort. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire et ce sont des pères hors du commun que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, des hommes qui ont dû se battre pour vivre le bonheur de la paternité. On va avancer avec la deuxième partie de notre émission, le jour où je suis devenue père, et avec le témoignage d'Olivier Poivre d'Arvor. C'est avec vous donc qu'on va débuter ce second chapitre. Il a fallu 2 ans avant que vous puissiez adopter Faiza officiellement et la ramener en France. Comment vous avez vécu donc cette longue attente? Oui, c'est long, c'est pas gagné. Le résultat n'est pas acquis. C'est la différence entre peut-être cette adoption et un accouchement. Et jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où votre enfant est dans l'avion et vous passez la douane et où vous avez un douanier à Roissy qui vous dit « c'est à vous cette petite fille ». C'est presque s'il vous dit pas c'est à vous cette petite noire. Vous n'y croyez pas complètement. Et donc, pendant ces 2 ans-là, vous êtes prêt à tout. C'est-à-dire que vous êtes prêt à fréter un petit avion si jamais on vous l'autorise pas, si on vous donne pas ce visa d'adoption.
Vous rencontrez des gens merveilleux qui vont vous aider, formidables, sur le chemin, très généreux, incroyablement disponibles. Puis vous rencontrez 2-3 salopards quand même, ou des gens qui vraiment font tout pour que ça ne marche pas. Donc c'est une très belle expérience humaine. Et puis surtout, vous êtes dans la file des êtres humains. Et moi, j'ai vécu petitement, mais ce que peut représenter probablement toutes ces personnes qui veulent un visa pour aller quelque part. Ça. Moi, j'ai vraiment quémandé ce visa. Donc c'est une belle leçon d'humilité. Alors, c'est par un coup de fil que vous avez appris que le jugement vous était favorable et que vous étiez enfin le père officiel de Faiza. Votre sort était donc à jamais lié à celui de cette petite fille. Vous étiez où quand vous avez reçu ce coup de téléphone? C'est le pire moment, c'était, je dirige une radio qui s'appelle France Culture, et c'est la réunion de rédaction du lundi, c'est toute la réunion où, avec 25 journalistes, on étudie les sujets importants de la semaine. Et là, je vivais avec mon téléphone en permanence, parce que j'attendais un coup de fil, et je vois le nom de cet avocat qui s'affiche. Et j'ai dit, et puis je sais pas, je décroche. Et le type qui est en face me dit, c'est bon, je l'ai votre truc. Votre truc, c'était le papier, c'était le jugement d'adoption. Et là, mes camarades de la rédaction ne connaissaient pas l'histoire. Là, je tombe de ma chaise, mais vraiment tombé. Je ne sais même pas comment je suis tombé. La chaise était intacte, mais moi, je glisse, je tombe de ma chaise. Et je ressors de là, je suis comme vaguement le patron de cette rédaction, en larmes. Et je dis, je suis papa. Ils ont applaudi. C'était très beau souvenir, très beau, très beau. Alors, le 18 juin 2011, vous avez donc pris l'avion pour Paris avec votre fille, qui s'appelait désormais Faiza Poivre d'Arvor. À quoi ressemble votre vie de père, alors, aujourd'hui? Écoutez, comment vous faites pour être à la fois patron de cette radio? Parce que, quand même, du jour au lendemain, là... Ouais. Non, mais d'abord, on s'y prépare pendant ces années-là. C'est un vrai désir, on n'est pas irresponsable. Je crois que ce qui est assez beau dans ce plateau, c'est que probablement quelques téléspectateurs un peu traditionnels doivent nous prendre pour des zinzins, mais sauf qu'on est tous très responsables. C'est-à-dire qu'on était préparés quand même. On était vraiment vérifiés par tous les juges, par tous les inspecteurs, les frigidaires qui sont vérifiés. Non, mais ça d'accord, mais après, est-ce qu'on se prépare à un emploi du temps quotidien? Oui, on s'organise. Moi, je sais par exemple que je dois accueillir mes invités dans la matinale de France Culture, donc je vais souvent poser ma fille, ou je vais à la maison de la radio qui est à l'autre bout de Paris, je la récupère. Pendant une demi-heure, je suis angoissé parce qu'elle va toute seule à la maison. Et le soir, je sors moins, ou je trouve des gens, des nounous sympathiques qui s'occupent d'elle. Non, je donne vraiment de mon temps. Ma vie a vraiment changé, c'est vrai, beaucoup. D'abord parce que je suis tourné vers d'autres objets que mon propre plaisir ou ma satisfaction. Mais donc, il y a un enfant qui est là, responsable. Passez beaucoup de temps avec elle, il y a un désir de transmission, j'imagine, de lui faire découvrir plein de choses. Ce qui est assez formidable dans l'adoption, d'abord, c'est que moi, je suis très fier d'elle et je n'y suis pour rien. C'est-à-dire qu'elle a des longues tresses noires, elle est toute noire et bon, c'est pas moi. C'est pas moi, mais en même temps, je suis très fier d'elle parce qu'elle réussit bien en classe, parce qu'elle essaie de rattraper ses petits retards de langue au début, etc. Donc on a un rapport extrêmement... Elle est en quelle classe Elle est en CM2. Elle a 11 ans, donc elle a une petite année comme ça, vaguement de retard, mais bon... Est-ce que vous lui avez transmis votre passion de la littérature? J'ai écrit un livre, alors on s'est mis à le lire, c'est un peu compliqué, en plus, elle le lit en classe, oui, elle a une passion, pour la lecture depuis quelques mois qui me fait très plaisir. Mais d'abord, un sentiment incroyable de satisfaction, pas pour soi, mais parce qu'on se dit qu'il y a quand même un enfant qui là est dans des conditions de sécurité sanitaire, de sécurité que peut-être elle avait certainement pas dans son pays, et donc ce sentiment qu'elle est à l'abri. Voilà. Et elle se plaît à Paris, parce que c'est quand même oui, elle adore, elle est très à l'aise. Elle s'est bien intégrée. Oui, mais il n'y a pas d'âge en fait. Souvent on vous dit il faut prendre des petits enfants. On prend ce que la nature vous donne, et à 7 ans, on peut très bien, ou à 9 ans en l'occurrence, l'âge auquel elle est arrivée, on peut très bien s'adapter, et puis ne pas couper le lien, c'est-à-dire retourner au Togo, s'occuper des siens, penser qu'il y a une famille qui est restée, des oncles, être là, ne pas vouloir faire croire que tout d'un coup, il y a un nouvel épisode, ne pas mentir, raconter l'histoire, connaître l'histoire telle qu'elle a été, savoir que sa mère est morte, avoir choisi d'adopter, c'est la vérité qui sauve toutes les situations qui peuvent pas être un peu compliquées parfois. Vous êtes fait beaucoup conseiller sur le plan psychologique, ou c'est des choses que vous ressentez instinctivement? Oui, avant, des tas de psychiatres m'ont vérifié mon degré d'adaptabilité à la société. En fait, ils m'ont posé des questions assez traditionnelles, mais pas les bonnes. Et non, je me suis vraiment adapté tout seul. On m'a surtout annoncé les pires choses. Tu vas voir, quand elle va arriver, ça va être difficile. Elle va perdre plein de kilos parce qu'elle ne va pas s'adapter à la nourriture française. Rien du tout. Là, évidemment, on me promet le drame de l'adolescence. Comme si, entre nous, les familles biologiques n'avaient pas connu ça. Et en permanence, je me dis, dans le fond, oui, il y a quelques cas d'adoption qui sont difficiles,
c'est certain, mais il ne faut pas culpabiliser les parents adoptifs ni les enfants, parce qu'il y a quand même autant de complications dans les filières biologiques. Donc, oui, on me promet en effet l'adolescence. Si ce n'est pas l'adolescence, je suis certain qu'on va me dire qu'à l'âge où elle va se marier, ça va être terrible. Enfin, qu'importe, voilà, elle est heureuse. Et puis si elle a envie d'aimer une femme, elle aimera une femme. Si elle veut retourner au Togo, elle retournera au Togo. Qu'importe, on a eu cette expérience-là, elle et moi, et voilà, les choses sont tracées maintenant. Elle vous appelle papa? Ah oui, Papounet, même, pour vous dire. Papounet. Enfin, c'est pas très original, je pense qu'elle a trouvé ça partout. Et moi, je l'appelle mon boubou, et voilà, donc pour tout vous dire, voilà, c'est comme ça qu'on se parle, Papounet, mon boubou. Alors vous aussi, vous avez été extrêmement ému quand vous avez entendu papa ou Papounet pour la première fois? Oui, vous le disiez, mais quand elle me le dit, parfois, je me dis, j'y crois pas, quoi. Ça me paraît incroyable. Parce que je ne l'ai pas fabriqué, et parce qu'il y a des gens incroyables, merveilleux. L'Afrique, comment peut-on imaginer que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, que l'Afrique nous a donné des enfants aussi, parce qu'il y a eu une femme un jour qui a eu un enfant d'un homme qui n'est pas resté, qui ne l'a pas reconnu, qui est mort, tout ça. Donc on ne peut pas se sentir dans autre chose qu'une relation magnifique de solidarité entre ceux-là qui ont fait des enfants pour vous, ces pères ou ces mères porteurs, et qui vous ont permis de sortir d'une impasse. Alors ça paraît certainement compliqué, nos histoires, mais en tout cas, on les a construites et elles sont, je crois, j'espère, considérées comme respectables. Et alors, quel est le regard de votre frère très fertile Adorable. sur cette adoption? Bon, mais il est le parrain, c'est la première chose, au moins. Pas le père, il est le parrain. Magnifique. Non, il est bien, il me donne des vrais conseils. La semaine dernière, il m'a un peu engueulé en me disant « tu sors trop, il faut que tu t'occupes plus de ta fille, etc. » Comme si lui, il ne sortait jamais. Et donc, non, très bien, très bien. Et puis alors, c'est formidable. Vous pouvez lui demander de vous la garder aussi pendant que vous sortez. Oui, alors là, j'ai moins confiance. Et puis alors, puis en plus, ma fille ne sait pas qui c'est très bien, parce qu'elle n'avait pas la télévision quand elle était petite. Donc, ils ont un rapport formidable tous les deux. Ouais, génial. Est-ce que vous pourriez être le père d'un autre enfant? Oui. Vous en avez envie? Oui, moi, oui, c'est compliqué. C'était une telle énergie, c'est épuisant. J'admire beaucoup votre démarche qui consiste à vouloir peut-être adopter un deuxième enfant. Au Sénégal, ce sera le deuxième aussi? Là, c'est pas possible. J'ai un projet d'adoption. Comme c'est long, je le prévois. Mais je n'ai pas encore pris de décision. Je la prendrai avec Diego. Ah ouais. Non, on a envie d'élargir le cercle de la famille. C'est vrai que... Et puis, on a aussi envie, moi j'ai beaucoup envie de m'occuper d'enfants, parce que je vous parlais de ces 50 millions d'enfants qui ne sont pas reconnus par l'état civil dans le monde, mais c'est vrai que la situation de l'enfance est très, très critique dans le monde, en France aussi d'ailleurs, mais vraiment plus largement dans des pays comme les pays d'Afrique ou d'Asie. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de donner les quelques moyens que je peux avoir à des causes de ce type-là. Éric, la naissance de votre fille Clotilde a été le plus beau jour de votre vie. On l'imagine, cet enfant est devenu votre priorité absolue. Apparemment, vous avez adoré les premières années. Ah, mais même aujourd'hui, bon, c'est vrai que comme je ne vis pas au jour le jour avec elle, puisqu'elle vit chez sa maman, donc quand je la vois, je la revois à chaque fois. Je ne m'habitue pas à elle, puisqu'on ne vit pas sous le même toit. Et chaque fois que je la vois, c'est-à-dire presque tous les jours de l'année, je suis un peu dans l'incrédulité émerveillée. Je n'arrive pas à y croire. Et je ne me lasse jamais. Parce que parfois, bon, je pense que quand on habite avec ses enfants tout le temps, à un certain moment, on aimerait bien les refiler à un oncle ou les mettre en colonie de vacances. Moi, à chaque fois que je la rencontre, c'est toujours comme la première fois. C'est un émerveillement. Belle. Pas parce qu'elle est de moi, je voudrais insister. Si cette fille, celle-là, parce que je n'en veux pas une autre, si c'était ma fille adoptée, ça ne changerait rien pour moi. Moi, la biologie, c'est parce qu'on m'a interdit d'adopter. Ouais. Et après, quand j'ai voulu avoir un enfant biologique, là, à ce moment-là, plus personne ne m'a posé de questions, n'a ouvert mon frigidaire. C'est-à-dire que quand c'est biologique, on vous laisse faire, peut-être n'importe quoi parfois. Et quand il s'agit d'autre chose, alors là, on vous met toute une série de garde-fous. Quelles images vous reviennent à l'esprit quand vous repensez à son enfance? Il y en a tellement, puisque je vous dis, chaque jour que je la vois, c'est une nouvelle image. Alors donc, par exemple, je ne me souviens pas la première nuit qu'elle a passée chez moi, seule. Pourtant, je devrais m'en souvenir. Je n'arrive pas. Tellement il y a eu de moments merveilleux que, bizarrement, celui-là, je ne m'en souviens pas, mais... Elle a 21 ans aujourd'hui. Oui. Quelles sont vos relations?
Alors, je suis comme Monsieur Poivre d'Arvor, c'est-à-dire que j'attends depuis des années la crise d'adolescence. Étant donné que sa mère est lesbienne et moi homo, bien sûr, un certain nombre de psys, pas tous, pas vous, nous ont fait comprendre que de toute façon, elle serait entre guillemets abonnée aux cliniques psychiatriques. Alors évidemment, quand on vous dit ça depuis des années, vous vous attendez chaque jour la crise. Vous vous dites, ça va forcément. Et puis, 22 ans bientôt, toujours rien. Ouais, mais c'est peut-être au contraire dans ce genre de situation qu'on réfléchit le plus ou qu'on réfléchit de toute façon à l'éducation, à ce projet parental. Oui, mais enfin, on a beau avoir en effet beaucoup plus réfléchi que peut-être certains autres couples qui ont eu facilement des enfants. On ne peut pas tout prévoir. On peut essayer de vouloir, tous les parents veulent le mieux pour leurs enfants. Ils essayent de faire le mieux et puis ça ne marche pas. Donc apparemment ça se passe bien. Donc là, c'est très très bien. Elle fait des études. Oui, elle est en 5e année de droit. Elle est brillante, elle est belle, elle a tout pour elle. C'est ma fille. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Alors, vous aviez envie de faire passer un message aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que, surtout après ces débats délirants sur le mariage pour tous et l'adoption, moi je pense que, à part accoucher et donner le sein, je ne vois vraiment pas pourquoi il y aurait ce partage des tâches, pourquoi un homme ne serait pas capable d'être tendre et affectueux, pourquoi une femme ne serait pas capable de montrer les limites, être autoritaire. Je crois que vous dites vous-même que vous êtes père et mère en même temps. Je crois que vraiment, il faut que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de spécificité homme-femme en dehors des quelques premiers jours. Réaction d'Yvonne. Ce qui est frappant dans votre histoire, Éric, c'est que finalement, quand on attend si douloureusement un enfant, eh bien l'enfant devient précieux et le sentiment paternel est magique. C'est pour ça que chaque fois que vous rencontrez votre fille, vous êtes finalement comme si vous viviez une sorte de rêve, comme si c'était de l'ordre de l'impossibilité, parce que l'attente a stigmatisé finalement cela. Il fallait que cet enfant arrive. Quand il est arrivé, c'était une magie, c'était un miracle. Et donc là, il est devenu très, très précieux. Alors, je crois aussi que vous avez été très clair. C'est-à-dire que quand on a un enfant dans des conditions qui ne sont pas des schémas classiques, eh bien, il faut savoir lever les tabous, être clair, parler de la naissance, parler de de cette scène primitive, comment il est né, comment, je veux dire qu'il a été, entre guillemets, fabriqué. Mais je crois que les conditions de naissance, quand elles sont verbalisées clairement, c'est un peu une des clés de la réussite, et être vrai. Je crois que ce qu'on entend chez vous quatre, c'est vraiment un amour de l'autre extraordinaire, une intelligence aussi, et surtout, vous savez instinctivement comment être avec l'enfant. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de donation, d'offrir à l'autre et d'écouter le désir de l'enfant. Or, toutes les mères ne sont pas toutes comme ça. Je veux dire que là, on sent chez vous de la maternance en vous. Ah oui, oui, moi je me sens très mère. Mais en même temps, si je dis ça, ça veut bien dire que ça ne veut rien dire trop, ces mots. Enfin, c'est des mots qui sont très réducteurs. C'est magnifique d'être une mère. Mais moi aussi, je peux être une mère. Donc voilà, les mots ont leurs limites. Alexandre, vous avez eu votre premier fils, Lazare, grâce à une mère porteuse aux États-Unis. Vous avez tissé un lien très fort avec cette femme, puisque... Mignon. Bon, il n'est pas tous les jours habillé comme ça c'est le deuxième. Mais ça, c'était pour le mariage, évidemment. Donc, c'est pas Lazare. Non, ça, c'est Bartholomé. Bartholomé. Donc, c'est elle, justement, qui a porté Bartholomé aussi. C'est pas elle, voilà. C'est elle, Michel, dont je parlais, qui a porté aussi Bartholomé. Voilà. Mais avant ce nouveau bonheur, il a fallu adapter votre quotidien à l'arrivée de votre premier petit bonhomme. Comment ça s'est passé, votre voyage retour avec votre bébé de 15 jours ? Le voyage a été extraordinaire parce qu'en fait, aux États-Unis, dans l'avion, il y a plein de personnes qui ont tout de suite repéré que nous étions deux hommes avec un bébé et qui nous ont fait passer des petits messages dans l'avion de félicitations. On a eu toutes les hôtesses qui sont venues autour de nous parce qu'évidemment, des hôtesses avec un bébé deviennent folles. Hein, donc, il n'y avait plus qu'un seul passager, c'était le bébé et ça a été vraiment exceptionnel. Et, par contre, en France... Pour relier, Olivier parlait de la douane tout à l'heure et puis Éric parlait du regard maternisant sur l'enfance. À la douane, quand une mère passe avec son enfant, on ne lui pose aucune question.
quand un père passe avec son enfant, on lui demande s'il a l'autorisation de sortie de la mère. Donc il y a vraiment un regard particulier, je crois, en France, sur cette maternité. On parle de maternelle, on pourrait parler de paternelle, de paternité, on peut parler de parentèle au lieu de parler de maternelle. Ça serait joli, parentèle, par exemple. Mais on parle de maternelle, il y a encore le mot mater dedans. Il ne s'agit pas d'enlever, il s'agit simplement de dire que la fonction maternelle, elle peut être assurée par un père, comme la fonction paternelle peut être aussi assurée par une mère. Je crois que ça, c'est important, et nous, on a tous compris ça. Il faut que ça soit une idée contagieuse qui se répande rapidement, non pas comme une maladie, mais comme un sens qu'on veut donner à la vie et comme un besoin d'organiser, dans une famille comme celle-là, de transmettre la vérité, de dire les choses. Donc ça, c'était le jour du mariage. Ça, c'était le jour du mariage avec, oui, on était 170 à la mairie, toutes les familles étaient là et c'était magnifique parce que c'était un mariage, j'allais dire, presque comme un autre. Mais en même temps, ceux qui étaient présents au mariage, ils étaient là pour nous et ils avaient aussi envie de nous aider dans notre combat militant parce qu'évidemment, on sort aussi de notre cadre familial, on essaie d'aider d'autres familles avec l'association des familles homoparentales. Mais voilà, c'est important pour nous de dire que l'amour, c'est un message qui doit être porté avec un regard qui ne doit pas être compassionnel ou qui ne doit pas être juridique, mais qui est le regard de l'être humain. Et c'est ça, on doit nous aider pour ça, on ne doit pas nous mettre des obstacles pour ça. Alors, l'amour, justement, les premiers mois, vous avez trouvé vos marques rapidement avec un nourrisson chez vous? Oui, ça s'est organisé. C'est vrai que lorsqu'on a un bébé à la maison, les premières nuits sont compliquées. Donc, il y avait deux options. Soit avec Eric, on était tous les deux crevés le matin. Soit on s'est dit au bout d'une semaine, bah tiens, on va peut-être faire des tours de garde. Donc il y en a un qui dormait plus vers les enfants, comme ça l'autre pouvait être en forme le lendemain et puis assuré. Donc on s'organise, je crois que c'est le cas de toutes les familles. Mais effectivement, au début, c'était un petit peu contraignant physiquement, mais le jour, le fait de voir ces petits bébés qui ouvrent les yeux, de demander le biberon comme ça, enfin, je veux dire, nous on fondait à chaque fois. Hein. Quel regard porte-t-on sur votre famille ? Il faudra demander à tous les gens qui nous regardent. Nous, c'est difficile de répondre à cette question. On a l'impression, dans le microcosme parisien, d'être bien accepté. La famille a bien accepté, les amis ont bien accepté. Maintenant, je pense qu'il y a encore un chemin qui est important parce que... À l'école, par exemple, ça se passe comment? Les autres parents vous regardent comment? Ils sont assez curieux, il y en a certains qui posent des questions. Et puis, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est par exemple à l'anniversaire du grand, à la maison, quand les familles viennent et laissent les enfants, on nous a laissés à nous, là, comme ça, pendant quelques heures. Il y avait 14 enfants qui étaient dans l'appartement, qui étaient des enfants de... Vous étiez quoi, étonné qu'on vous les laisse? Qu'on vous fasse confiance? Franchement, oui. Franchement, parce que vous savez, on a traversé tellement de... C'est la meilleure preuve. Mais oui, mais ça m'a presque fait pleurer quand les enfants sont partis en disant, mais j'ai dit à Eric, tu te rends compte, on était nounou de 14 enfants et le témoignage humain de dire la réalité, c'est ça, c'est comme vous êtes parents, vous avez 2 enfants, évidemment qu'on peut vous faire confiance. Mais la société nous a tellement culpabilisés longtemps en vous disant vous ne serez pas capable, c'est pas bien, vous allez pourrir les vies des enfants. C'est ça qui est important. Oui, je crois qu'on est votre émission peut surprendre, mais elle est formidable parce qu'elle révèle qu'on est un point de bascule de la société. Qu'évidemment, je peux comprendre pour plein de gens, par des phénomènes d'éducation, de résistance, tout ça peut paraître bizarre. Mais vous savez que bientôt, il y aura autant d'enfants élevés dans des familles dites classiques, et nous ne sommes pas des familles dites classiques, que dans des familles recomposées, homoparentales ou monoparentales. Donc voilà, le chemin que l'enfant prend, le chemin qu'il va trouver à travers l'amour qu'on peut lui donner, homme ou femme, homme seul ou homme avec un homme ou avec une femme. La clé, c'est l'amour. Oui, je crois vraiment. Et puis c'est la construction, c'est le sens de la responsabilité que nous avons, je crois, il me semble en tout cas. Il vous pose des questions, votre petit garçon, Lazare, l'aîné par exemple, sur l'amour? Oui, bon alors... Il a déjà 3 copines, c'est compliqué à gérer. Il a que 5 ans, il a déjà 3 copines. Donc la crise d'adolescence, je ne sais pas à quel âge il va la faire. Donc oui, on lui court après dans la cour de récréation. Mais c'est vrai qu'on lui pose aussi des questions sur comment il est venu au monde. On lui a déjà demandé. Et nous, on a des livres de naissance et on les associe vraiment à la réalité de la conception. Vous avez tout raconté en mettant... on a les photos de celle qui a donné ses ovules, de celle qui l'a porté. Il l'a revu pour la naissance du deuxième. Cette famille américaine, elle vient en France là pour son anniversaire. On garde des liens. Donc tout est clair. Il y a pas. Alors il vous appelle comment? Il dit quoi? J'ai 2 papas? Oui, j'ai 2 papas. D'accord. J'ai 2 papas qui s'aiment et qui se sont mariés. Il vous appelle papa? Oui. Papounet? Non, papa Alexandre et papa Eric. D'accord.
Jean. Mais c'est très classique en fait. Hein. Les enfants sont souvent durs entre eux. Quelles sont les remarques les plus virulentes auxquelles il a dû faire face, Diego? Il y a ce vilain mot qui s'appelle c'est pas un vrai papa. Ou c'est pas ton vrai papa. Donc il a entendu ça. Voilà. Alors, moi, depuis le début, de toute façon, j'ai fait le choix de répondre toujours et d'apporter, même si des fois, les mots me paraissaient importants pour son âge, mais j'ai toujours fait face, je l'ai toujours aidé, je l'ai toujours écouté. Je suis rassuré parce qu'il me parle toujours de ses petits soucis et des grandes joies aussi qu'il rencontre. Il a des bons potes, mais c'est vrai que c'est la principale qui revient est là. Donc, en fin de compte, cette émission va faire partie aussi avec la classe, parce que c'est toujours la même classe qui le suit depuis 3 ans maintenant, de la construction de cette histoire de vrai et de papa adoptif, alors que c'est... Ils vont la regarder? On va la partager avec les autres enfants, car c'est vrai que les enfants sont durs, mais parce qu'on ne leur explique pas. La paternité, c'est l'amour, ce n'est pas un lâcher de spermatozoïdes. C'est beaucoup plus que ça, c'est ce que on partage tous les deux depuis 3 ans et demi. Il est passionné de vieilles voitures, mais je ne lui ai pas dit tu vas l'être, mais il a senti en me sentant vibrer pour ça. Je donne un exemple. Il y a d'autres choses que je partage avec lui, plein de trucs, la peinture, les... On va lui dire de nous rejoindre, Diego. Il va nous rejoindre sur ce plateau. Diego, libre dans son cœur, et chaque mer. T'as pas l'air très impressionné, hein, Diego? Hein, c'est pas très impressionnant de venir à la télé? Si. Si, quand même, un petit peu. Oui, ça va. va. T'as pas l'air très timide? Non. Pas du tout. Est-ce que tu as gardé des souvenirs de ton pays, du Sénégal? Tu viens d'où d'abord au Sénégal? Tu habitais où? À Dakar. À Dakar. Tu aimes y retourner? Vous y retournez souvent tous les deux? Oui. Ouais. Est-ce que comment tu vis ta vie en France? Comment ça se passe? Tu es content? Tu aimes bien? Oui, je suis content. Je fais beaucoup de choses. Tu fais du surf? Non. Ah bon, ça t'intéresse pas ça? Si, mais j'ai pas, pour l'instant non, j'ai pas envie de le faire. Tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grand? Oui. Quoi? Vétérinaire. Ah. Et vétérinaire en Afrique? Non. Non. T'as un animal de compagnie? Oui, un chat. Ah, il s'appelle comment? Billy. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton papa? Je t'aime. Comment? Je t'aime. Oh, bah si je vais pas me dis lui dans les yeux. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Cette émission, je pense, sera d'utilité publique et va peut-être permettre aux mentalités de s'ouvrir et d'avoir un autre regard sur la paternité. Merci d'avoir été là. Notre plateau est 100% masculin aujourd'hui. Il est temps d'y amener un petit peu de féminité. Nous avions Yvonne, mais nous allons découvrir quelqu'un d'autre, une autre jolie femme que nous avions eu le plaisir de recevoir. C'est plutôt Jean-Luc Delarue qui vous avait reçu, Christelle Chollet. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Votre humour ravageur a valu à Jean-Luc Delarue ses plus gros fous rires et je me fais un plaisir de vous recevoir à nouveau aujourd'hui. Vous allez nous montrer ce que vous êtes devenu depuis votre premier passage dans notre émission. Jean-Luc, vous avez reçu une première fois le 3 décembre 2008, dans une émission intitulée « Célèbre, belle et drôle ». Est-ce que vous préférez être décrite comme belle ou comme drôle? Ou les deux? Alors écoutez, belle, je ne sais pas, parce que c'est pas moi qui dois le dire, c'est peut-être mon mari. C'est un peu prétentieux de se dire belle comme ça. Je préfère drôle parce que, vous voyez, dans 15 ans, vous pourrez me recevoir pour vieille et drôle. Ça, c'est beaucoup plus pratique. Mais je crois que c'est le fond qui fait la beauté. C'est pas forcément une beauté physique. Comme ça, c'est l'ensemble. Donc, mais après, je peux me dire que je suis belle. C'est pas si fréquent d'être belle et drôle. Bah, si, regardez-vous. Ah, je suis drôle, moi. Oui. Non, je ne sais pas. C'est en tout cas le désir. Vous jouez quand même de votre physique sur scène. Je me souviens de votre premier spectacle. Vous étiez avec un tout petit short. Oui.
Ouais, mais c'est plus pour une question Je suis très à l'aise en short. Je trouve que sur une scène, une jupe, c'est contraignant. Un pantalon, c'est un peu strict. Alors le short, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Je suis bien dedans, d'ailleurs j'en ai toujours un. Et c'est surtout que ça rappelle ce que je fais dans mes spectacles, du musical. Et je trouvais que ce côté short, ça avait un petit côté soit revue, soit cabaret. Et j'aimais bien me rappeler à ça. Maintenant, voilà, oui, je joue de mon vous êtes une mini Adriana Carambeu, c'est pas rien. Qui dit ça? Vous, il paraît. Ah bon? Moi, j'ai dit ça. Ouais. Non, c'était pour en plaisanter. Vous aviez dit ça, Jean-Luc. Je suis très drôle. Ouais. Non, en fait, je passe ma vie à essayer de faire rigoler les gens sur scène. Et je pense que ma première pensée, c'est ça. C'est pour la drôlerie. Donc, Alors, comment ça vous est venu, cette vocation de comique? Alors, je voulais faire comédienne et quand j'ai commencé à interpréter des rôles dramatiques au conservatoire, tout le monde se poilait et rigolait. Donc là, j'ai compris qu'il y avait un petit truc. Je me suis dit, je pense que les jeunes premières et les rôles des Antigone, Hermione ou autres ne sont pas faits pour moi. Du coup, j'ai vite basculé dans ça. J'ai utilisé ce côté. Je me suis rendu compte que j'avais un aspect comique ou quelque chose, en tout cas, qui allait plus vers le drôle que vers la tragédie. Mais parfois, il y a des comiques qui n'estiment obtenir la reconnaissance de ce métier qu'en jouant des rôles dramatiques. Apparemment, ça n'a pas l'air de vous obséder, cette idée-là? Non, ça ne m'obsède pas, mais je crois que c'est peut-être aussi une question de diversité, parce que quand on passe peut-être 30 ans à faire rigoler les gens, on a envie de peut-être leur faire verser une petite larme, mais je pense profondément que le rire, faire rigoler les gens, c'est ce qu'il y a de plus dur. Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait rire les gens? C'est une sensation extraordinaire. En fait, on parlait d'amour, je trouve leur témoignage fabuleux, parce que je suis à fond, je trouve ça normal, en fait. Voilà, c'est le plus beau compliment qu'on puisse leur faire, c'est normal, tout ça est normal. Voilà. Et quand je fais rire, là, il y a un amour qui se dégage des gens après, quand ils se lèvent à la fin et qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Pas moi, hein, mais je veux dire, dans la sensation qu'ils ont eue de rigoler comme ça, se lâcher, en fait. Je sais pas l'exprimer, je ne sais que du moins j'essaie de le faire passer, mais c'est très prétentieux en même temps de se dire oh, je fais rigoler, qu'est-ce que je ressens, je ne sais pas l'expliquer, en tout cas j'aime profondément ça. Alors le 24 février 2010, vous êtes revenu dans l'une de nos émissions qui avait pour thème comment gérer sa grossesse quand on est célèbre. Qu'étiez-vous venu nous raconter à l'époque? J'avais très envie de dire qu'une grossesse avec un métier, c'est tout à fait compatible, c'est tout à fait normal. J'étais sur scène jusqu'à 7 mois et demi de grossesse, j'ai adoré ça. En mini-short? J'étais en mini-short. Jusqu'à la fin, j'ai changé de short et puis après, je me suis mis en robe parce que je ne rentrais plus dans mon short, mais j'ai trouvé ça fabuleux. Et je me suis posé quelques questions au départ par rapport au spectacle en me disant est-ce que je vais changer quelque chose à mon spectacle? Parce que je montrais mon derrière assez fréquemment, effectivement, je jouais de mon physique. Je jouais avec et je me suis dit je vais devoir changer des choses quand même parce que et puis non, finalement le fait d'être enceinte n'a rajouté que de l'émotion, que de la tendresse et que du rire en plus parce qu'évidemment voir une maman, une future maman de 7 mois et demi dire des conneries sur scène et se balader et rouler du popotin, c'était encore plus drôle. Alors votre fille avait 3 mois lorsque vous êtes venue sur notre plateau, vous étiez dans quel état d'esprit à l'époque? J'étais très heureuse. Je suis partie avec elle en tournée parce que je n'ai pas voulu de nounou. J'avais mon kangourou, j'avais son lit parapluie et on a vécu un truc extraordinaire. Et d'ailleurs, je remercie la production à l'époque parce que tous les directeurs de prod que j'ai formés comme nounou, ils avaient 22 ans, 23 ans chacun, ils n'avaient jamais changé une couche de leur vie, jamais donné un bibi. J'avais collé ma fille dans les bras pendant le spectacle et ça s'est merveilleusement bien passé. C'était génial, on a des souvenirs fabuleux. Alors, c'est avec beaucoup d'humour et de générosité que vous étiez venu nous faire partager votre vécu et votre sens de la répartie avait d'ailleurs beaucoup séduit Jean-Luc Delarue. Je vous propose tout de suite de revoir un extrait de ce moment culte de notre émission et puis juste après, on découvrira où vous en êtes aujourd'hui. Je crois que la plupart des filles, elles sont belles et drôles si elles le veulent aussi, quoi. Humoriste, chanteuse, danseuse, Christelle Chollet est une artiste aux multiples visages. Vous décrivez un peu comme une Adria Carambeu, mais ah ouais. plus Petite.
Plus transportable, enfin plus... Ouais, un pins. Sophia m'appelle le pins. Ouais. Si elle a conquis le public par son talent et ses charmes, son caractère affirmé aurait pu lui jouer des tours. J'ai fait le conservatoire, enfin j'étais virée du conservatoire, il faut pas non plus trop se répéter, donc j'ai été virée du conservatoire. Comme Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'est tout, comme Jean-Paul Belmondo. Comment vous avez fait pour vous faire virer du conservatoire? Disons que j'étais un peu révolutionnaire à l'époque, et je m'entendais pas trop avec le directeur, donc forcément... Comment vous avez exprimé votre révolution? J'ai dit, bon, puisque c'est ça, je me casse, et puis je suis sortie, puis après la sortie, je me suis dit, oh bah merde, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis, mais finalement, la vie a bien fait les choses, puisque après je me suis retrouvée au Festival d'Avignon, puis ça s'est enchaîné, puis voilà. L'humoriste avait fait du chemin depuis ses cours au conservatoire. Christelle s'était peu à peu imposée comme la révélation de la nouvelle scène comique. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Oh, je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. 2 ans plus tard, Christelle avait dû pendant quelques mois ranger son mini-short. La comédienne était tombée enceinte, mais pas question de quitter la scène. Vous êtes enceinte, là? Oui, je suis à 7 mois, là. Je suis à 7 mois et demi Oui, 7 mois et demi, là. Vous n'aviez pas peur pour votre bébé? Non, non, parce que j'étais hyper médicalisée. Moi, j'appelais les gynécos dans toutes les villes où je passais. Je disais, alors bonjour monsieur, je fais une tournée, j'ai un spectacle humoristique. Voilà, je saute un peu sur scène. Est-ce que vous pouvez me vérifier le col, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter, mademoiselle? Quand tu chantais, tout ça, tu n'avais pas un peu peur quand tu pousses bien sur ton... En poussant son diaphragme? Ouais, voilà, en faisant descendre ton diaphragme, j'ai l'impression que mon bébé il descend en même temps. En fait, c'est une position, c'est comme quand vous faites caca. C'est un peu comme... C'est vrai, c'est exactement ça les positions. Il faut pousser, voilà, là. Attention, vous lâchez pas, Moi, c'est plus l'entourage qui se pose des questions. Je crois que nous, on sent bien si on est capable de le faire et tout. Puis moi, j'étais super heureuse. 5 ans après son premier passage sur notre plateau, nous retrouvons Christelle Chollet. Faut arrêter, Sophie, faut arrêter de me suivre. Marine, l'équipe, faut arrêter. Voilà, stop. Tu aimes bien celui-là, hein? Aujourd'hui, l'humoriste est l'heureuse maman d'une petite fille de 4 ans. Alors, pour concilier sa vie de famille et son métier, Christelle a trouvé une solution. J'ai joué jusqu'à 7 mois et demi. J'ai accouché. Le seul petit bémol, c'est que j'ai repris trop vite. Elle avait 1 mois et demi quand je suis repartie en tournée et j'avais juste envie de rester avec elle. Et la séparation était violente. D'ailleurs, j'ai rattrapé le temps perdu après parce qu'à partir du moment où elle a eu 6 mois, je l'ai emmenée partout en tournée. Après 5 ans de tournée et 500 000 spectateurs avec l'Ampiafé, Christelle est à l'affiche d'un nouveau spectacle. Un retour sur scène qui a suscité quelques interrogations chez l'humoriste. Le nouveau spectacle a été une période un peu plus angoissante que pour la création du premier. On a toujours peur de décevoir pour un nouveau spectacle après un succès. Mais ça s'est très bien passé. Et les gens qui l'ont vu et qui ont vu le premier préfèrent celui-là. Donc ça a été une libération totale. Confortée par ses succès, Christelle se lâche plus que jamais sur scène. Clairement, ce spectacle est plus fou que le précédent. Je crois que je m'amuse plus encore sur celui-là. Et ma foi, c'est tout ce qui est sur scène dans mes spectacles, c'est ce que vraiment, profondément, je suis et j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de donner aux gens. C'est-à-dire le chant, la danse, c'est ce que moi j'aime voir aussi. Saluée et reconnue par le public, Christelle Chollet l'est également par ses proches, qui, attention, vont tout nous révéler. Ça reste entre nous, on est d'accord, je peux dire des vérités sur elle. Parce qu'il y en a tellement de secrets. L'animateur et comédien Julien Courbet, ainsi que l'humoriste Anthony Cavana sont unanimes. Christelle a sa propre personnalité, difficile à copier. J'ai essayé, moi, de mettre des petits shorts comme ça, petits shorts ras le terrain de jeu et de me pencher. Ça marche pas, mais elle, c'est incroyable tout de suite. Tout de suite, on est attentif. Je sais pas, on est attentif, on y court. Hey, j'y crois, oui, qu'est-ce que vous avez à me dire, mademoiselle? Oui, oui, absolument. Elle chante divinement bien, elle danse, on a l'impression de voir 8 personnages. En fait, vous voyez 3 spectacles en un. Je pense que dans nos têtes, il n'y a pas de mur, on ne cloisonne pas les choses. On ne dit pas, je vais faire de l'humour, je vais faire rire, puis là, je vais chanter ici, et puis là, je vais danser là, et puis là, je vais faire une imitation là, puis je vais faire... On dit, mais on fait un show. Des shows à succès, mais Christelle a su rester une femme simple et accessible aux yeux de ses proches. C'est une fille qui est vraie,
qui est vraie, qui est restée la même. Ce qu'on voit sur scène, c'est ce qu'il y a dans la vie. C'est ça qui est beau. C'est une grenade d'amour, cette fille, qui ne demande qu'à exploser. Je dis toujours que c'est un plus sur pattes. Elle est ultra positive. Pour Anthony Cavana et Julien Courbet, Christelle réussit tout ce qu'elle entreprend. Et peut-être plus encore depuis qu'elle est maman. Elle est plus épanouie depuis qu'elle a sa fille. C'est-à-dire qu'elle a réussi à avoir les 3 Graals. Elle est heureuse dans son métier. Elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle a eu son bébé. Et là, en ce moment, je pense qu'elle passe peut-être les plus belles années de sa vie. C'est un petit bonheur, voilà. Un bonheur. Bonheur d'être son ami, bonheur de l'avoir sur scène. Et mon Dieu, que j'aimerais que tu dises la même chose de moi un jour. Je veux de l'argent! Je veux de l'argent! Après le succès de l'Ampiafé, Christelle Chollet retrouve les lumières de la scène avec son nouveau One Woman Show. Le petit Lacrampe est demandé à l'accueil, le petit Lacrampe, s'il vous plaît. Depuis maintenant 2 ans, l'humoriste est en représentation dans toute la France. Et ce soir, Christelle a rendez-vous avec le public de Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, je viens un peu plus de champagne, s'il te plaît. Et même lorsqu'elle travaille, Christelle garde toujours une place pour sa fille. Tu veux aller sur scène? Mais viens sur scène, ma puce, viens. La petite l'accompagne dès que possible lors de sa tournée. Attends, je vais voir si je te montrer à tonton Brice, mais je sais pas. On va dans la loge? On va manger? Hein? On ne sait pas jouer les aristochats. Ouh, c'est nul. Moins d'1 heure avant le début du show, la pression monte pour l'humoriste, d'une façon quelque peu particulière. Alors là, je sais pas, j'ai un track, un petit track juste avant de monter sur scène, qui se manifeste par toilette, scène, scène, toilette, toilette, scène, scène, toilette, à peu près 3 fois. Est-ce que tu sais, Sophie, pourquoi on fait ce métier? C'est pour pouvoir mettre des paillettes tous les jours. Et des robes à paillettes, et des robes de princesse. Allez, c'est parti. 20h30 et la salle affiche complet. Tous attendent Christelle et son énergie débordante. C'est parti pour 1h30 de show explosif. Je me lève et je te... Comment? Bouscule. Ça craint, je vais faire des rimes en hule. Et hier, mon chéri m'a expliqué qu'il faut absolument acheter une nouvelle télé, un truc LED en 3D. J'ai dit, attends chéri, un truc LED en 3D au milieu du salon, on a déjà ta mère. Entre stand-up, chant et danse, Christelle Chollet revisite le music-hall. Et à la fin du show, le public en redemande. Merci pour cet accueil, mesdames et messieurs. Je suis très émue d'être là. Je suis passée il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant, même 5, avec mon précédent spectacle, l'Ampiafé. J'étais dans la toute petite salle et me voilà dans la très grande. Face à vous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci. Ça marche bien? T'es plein? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. J'ai de la chance. Qui écrit le spectacle? C'est mon mari. Moi, j'ai adopté un mari cette année, moi. Oui, c'est mon mari, c'est Rémi Katcha. On travaille en binôme, en fait. C'est très touchant ce que Julien et Anthony ont dit. Et c'est vrai. Une jeune femme vraie? Je fais pas exprès, en fait. Une grenade d'amour? Ouais. Je sais pas, j'espère, c'est ce qui compte, hein, c'est pas autre chose. En tout cas, je m'attache à tout ce qui est humain, voilà, c'est ma priorité. Quel souvenir vous gardez de vos échanges avec Jean-Luc, qui apparemment, lui, avait apprécié? C'était fou, c'était dingue, même avec les 4 filles. Ce qui est très rigolo, c'est que, par exemple, il y avait Juliette Arnaud sur le plateau, avec qui, bien après, rien à voir avec l'émission, mais j'ai tourné un film, et je me rappelle que Jean-Luc... c'était l'intervieweur interviewé, tout d'un coup, il s'était retrouvé carrément sur le divan, on était toutes là. C'était une très belle énergie de filles, un très bel échange. Alors, l'idée du second One Woman Show, oui. Il est très, très différent du premier, ce spectacle? Il est différent parce que c'est pas une artiste dont
dont on parle, c'est pas de Piaf, parce que le premier était uniquement sur les chansons de Piaf. Il est très différent parce que voilà, beaucoup de chansons de variété française et internationale. Et c'est dans la même veine que le premier. C'est ce qui est. Donc c'est quoi le principe? Le principe, c'est du musical, c'est chanter, surtout faire rigoler, jouer la comédie évidemment, danser, des surprises, il y a de la magie dans celui-là. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout ce que j'aime faire sur scène. Mon mari a réussi à concentrer toutes les conneries que j'adore faire. Même des fois en répétition, comme ça, je leur dis, je fais un truc, il me dit mais ça, il faut le mettre dans le spectacle, il arrive à le rajouter. Donc il écrit des sketchs en fonction de ce que moi je lui dis, de ce qu'il voit de moi aussi. Je crois qu'il rigole beaucoup de moi en fait, mon mari. Il m'observe et des fois il est mort de rire, je ne sais pas pourquoi, à cause d'une démarche ou de ce que j'ai fait, mais voilà, donc on s'inspire l'un l'autre. En fait, c'est un spectacle en famille. Ah ouais, mais carrément. Et Anthony et Julien, ils font partie de votre famille? Non, c'est vraiment ma famille aussi, c'est ma famille de scène. C'est des gens humainement exceptionnels, des artistes vraiment fabuleux. Je suis très, très, très étonnée parce qu'Anthony, on le connaît, on sait que c'est une bête de scène, que c'est un mec qui est incroyable de talent. Et on ne connaissait pas Julien Courbet sur scène. Et ben, je peux vous dire qu'allez le voir parce que ça déménage et que c'est très, très bon. C'est très, très bien. Et votre fille, alors aujourd'hui, elle a 4 ans. Comment elle perçoit votre métier? Je crois que ce dont on parlait, ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'explication qui fait que pour elle, ça lui paraît normal. On va au boulot. Simplement, c'est différent. On va pas au bureau, on va au théâtre. Et puis elle doit adorer ça, les paillettes, les robes, le maquillage, elle adore venir avec nous. Mais je crois que tous les enfants adorent aller sur le lieu de travail. En tout cas, adorent parler, adorent se voir en tant que, si le papa est docteur, en tant que docteur, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Je vais faire comme papa. Elle, pour l'instant, elle n'exprime rien du tout. Simplement, je sais qu'elle aime être là. La seule différence, c'est qu'avec ses petits camarades, bon, évidemment, quand on dit, bon, moi, je fais comme maman, je vais au théâtre et puis après, je vais faire une interview, c'est différent, mais je ne cultive absolument pas... il n'y a pas de culte de la personnalité à la maison, il n'y a pas de photo de moi, je n'entretiens pas ça. Au contraire, je fais tout pour qu'à la maison, ce soit normal et ce soit... voilà, j'ai pas... Évidemment, elle vit des choses assez sympas. En plus, son papa est auteur et metteur en scène du spectacle pour enfants Scooby-Doo aux Folies Bergères, donc je peux vous dire que c'est quand même extra. Oui, c'est super. Mais je crois que c'est peut-être ce que moi, j'aurais aimé vivre en tant que petite bonne femme, ouais. Alors, vous avez ajouté une autre corde à votre arc, puisque vous êtes productrice aussi maintenant. Oui, ça, ça c'est une histoire de famille aussi. Productrice de quoi? Productrice d'un jeune garçon de 50 ans qui a... En fait, je ne me vois pas comme une productrice, je me vois comme un passage de relais. Moi, j'ai eu la chance de trouver un producteur, Philippe Desmas, qui a tenu, qui a donné tout ce qu'il avait à donner au départ pour que j'avance, pour qu'on tienne à Paris. J'ai eu des gens qui parlent de moi, comme Anthony, comme Julien. Et je trouve que c'est vraiment une aide incroyable. Et moi, je veux passer le relais. J'ai voulu faire pareil. Et je connais quelqu'un depuis assez longtemps maintenant. Il fait partie de la famille, mais il a un talent incroyable. Il sait chanter, danser, jouer la comédie. C'est humainement quelqu'un de formidable. Il s'appelle Thierry Gondet. Et comme personne ne voulait le produire, eh ben, je me suis dit, nous nous sommes dit avec mon mari, allez, on y va. C'est pas possible que ce mec passe inaperçu. C'est pas possible qu'on ne voit pas ce garçon. Où il est à la Comédie des Boulevards, du jeudi au samedi. Donc ne ratez pas Thierry Gondet. À quelle heure? Il est à 19h. Et juste après, vous avez Julien Courbet à 20h30. Très bien. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue et je vous souhaite plein de bonheur pour la suite, plein de succès. Sophie, merci à vous. Merci beaucoup. Il y a une tournée donc, qui continue, j'imagine on donnera des dates. La tournée sur continue notre site. Toute l'année jusqu'à fin 2014 et j'ai la chance de pouvoir faire 3 jours à l'Olympia. Génial. En septembre 2014. Du 26 au 28 septembre. Au 28 septembre 2014 à l'Olympia. Bravo. On continue. Pour cette réussite. Bravo. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci.
avoir tout pour plaire et pourtant ils sont célibataires. Pour moi, le célibat, c'est quelque chose que j'ai choisi. Moi, j'aime les femmes en général. La vie de célibataire est très agréable, mais moi, j'ai été en couple pendant 30 ans. J'aime le couple. Je veux construire ma vie, avoir des enfants, me marier. Mais pourquoi ne trouvent-ils pas chaussures à leurs pieds? Je tombe pas amoureux. Quand j'entends mes amis me parler de l'amour, c'est vraiment quelque chose qui m'épate et que je ne connais pas. Les filles sortaient avec moi, juste par intérêt. En fait, c'était juste, voilà, coucher avec moi, on va dire, excusez-moi. Tu as la chance que les filles veulent que coucher et tu n'en profites pas. Finiront-ils par dénicher la perle rare? La première chose que je regarde, c'est les jambes. D'ailleurs, vous avez des très belles jambes. Non, mais vous êtes charmant en même temps, parce que... Bon, écoutez, on va peut-être vous laisser tous les deux. Non, je mesure pas 1m75.